L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Jean-Christophe Cambadélis, donc bonjour et bienvenue. Gilles, évidemment, bonjour et bienvenue. Alors, il y a beaucoup de sujets ce matin. Il y a cette histoire de trafic avec les attaques de la droite concernant la permissivité donc de votre camp. Alors, on va voir si vous trouvez qu'il y a un rapport justement entre les positions défendues par Vincent Peillon et l'affaire de Madame Lamblin. Il y a aussi les mises en garde économiques ce matin dans les journaux. Et puis, il y a effectivement la situation de Jean-Marc Ayrault qui est quand même pilonnée, ce sera ma première question, par tous les journaux encore ce matin, y compris par les journaux de gauche. C'est assez étonnant parce que je vois pas ce qu'il y a dans ce qui est fait. Ce qui est dit, ce qui est exprimé, peut-être critiqué, mais non, ce qui est fait, qui nécessiterait une offensive de cette importance. Car qu'est-ce que fait Jean-Marc Ayrault ? Vous voulez que je vous les montre, Libération ? Non, mais je connais, j'ai vu ça ce matin. L'amour dure 6 mois. J'ai un haut de cœur. Voilà. C'est pas possible. Le Parisien Matignon cherche encore son patron. Non, mais c'est responsable de l'enfoncement de la gauche. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, parce que Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'attaque au déficit public. C'est pas ce que tout le monde demandait dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de muscler nos entreprises. C'est pas ce que tout le monde demandait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sur tous les fronts avec Arnaud Montebourg à chaque fois qu'il y a des plans de licenciement. Et d'un seul coup, il y a une espèce de désamour qui, à mon avis, est une posture de classe. Attendez, laissez-moi terminer. Qui est une posture de classe. La classe. Il n'est pas énarque, il est provincial. Voilà, il est provincial, il n'est pas énarque, il ne fait pas partie des dîners en ville, il ne copine pas avec la plupart des grands journaux, et donc il y a bashing. Jean-Marc. Donc c'est un délit de sale gueule, pardonnez-moi cette expression. Oui, je crois qu'il y a cela. Il est Il a été président du groupe socialiste à l'Assemblée, les gens le connaissent. Mais il ne débarque pas dans le milieu politique. Non, lui, il ne débarque pas dans le milieu politique, mais je pense qu'il est un peu surpris de cette espèce de convergence politique qui n'a pas de sens. Elle n'a pas d'orientation. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Rien. Je voudrais ajouter quelque chose qui est de pure forme, et après, évidemment, Gilles va enchaîner sur ce qu'on vient de dire avec Guillemets. Je regarde, par exemple, l'intervention de François Hollande en Afrique. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être eu excès de communication chez les précédents président, mais on le voit parler du terrorisme, donc avec une certaine forme de fermeté. Il est en âge, sa cravate est de travers, sa manche ressort. On a l'impression que même dans ce domaine qui est celui de la communication, qui est un domaine un peu banal, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais il y a quand même une certaine forme d'amateurisme, quoi. Ça peut s'améliorer à l'évidence. Mais c'est le président normal. Bon, voilà, il est normal. On ne peut pas lui envoyer un tweet pour lui dire François, ta cravate. Bien sûr, on peut le faire, mais je crois qu'il est plus attentif au fond qu'à la forme. Contrairement à des présidents qui étaient plus attentifs à la forme qu'au fond. Et je crois que les Français veulent du fond. Vous ne trouvez pas ça fond. Pénalisant ? Je ne trouve pas ça pénalisant. Vous savez, les Français s'intéressent... J'ai dit que c'était anecdotique. Oui, je sais bien, mais je réponds à votre question. Les Français font attention à ce qui est fait, pas simplement à ce que, même si ça doit être bien fait, mais à la manière dont les choses sont présentées. Ce n'est pas la trace d'un amateuriste. Ayrault, Hollande ne sont pas deux amateurs qui dirigent la France. Mais c'est pas deux amateurs, ce sont deux hommes politiques qui ont une grande expérience et qui connaissent comment diriger la France. On va évidemment passer au fond. Une dernière question quand même sur ce point. Il y a beaucoup de critiques, on peut dire peut-être parisiennes, on ne sait pas, qui disent mais au fond ils se ressemblent peut-être un peu trop, ce président de la République et ce Premier ministre. Qu'est-ce que... Vous savez, l'avantage de maintenant l'âge en politique, c'est qu'il y aurait eu un autre Premier ministre, un peu plus, je dirais, configuré. On aurait dit mais c'est une cohabitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans l'impatience médiatique, que je comprends, on ne peut pas prendre les choses comme elles viennent, il faut que ça aille plus vite que la musique. Et donc, aujourd'hui, on est là, Nicolas Sarkozy nous avait habitués à une carte postale par jour. Là, on a un axe et une carte postale par mois, et ça ne suffit pas. Alors, pour revenir justement au voyage de François Hollande et aux menaces terroristes à l'égard et du président de la République et des intérêts français au Mali, je rappelle que vous êtes un peu spécialiste des questions étrangères, vous êtes vice-président de l'Internationale socialiste, il faut absolument prendre ces menaces au sérieux ? Alors, je suis vice-président du Parti socialiste européen. Oui, pardon. Il faut prendre ces menaces au sérieux. Et d'ailleurs, la presse aujourd'hui devrait se concentrer plus sur ce sujet, qui est un vrai sujet
qui concerne tous les Français, à première vue, le président de la République. Aujourd'hui, à l'évidence, il y a un déplacement pour nous, Européens, entre ce qui s'est passé en Afghanistan, qui se termine, et ce qui va se passer dans les semaines ou les mois à venir dans le Sahel. Et il faut prendre ceci très très au sérieux. Ça veut dire qu'il faut que, par exemple, des troupes françaises, à un moment ou à un autre, puissent intervenir dans cette partie du monde? Je ne pense pas, parce que la résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité, il faut le noter, on n'a pas réussi en Syrie, mais là on a réussi au Mali. Je pense qu'il ne faut pas aller plus vite là aussi que la musique. Il y a des troupes africaines qui devraient intervenir. Il ne s'agit pas de se substituer pour l'instant, dans uniquement soutien logistique. Voilà, soutien logistique. Quand je lis ce matin donc le Figaro, pardonnez-moi de repartir à l'offensive, situation gravissime, dit Madame Parizeau, et chez nos confrères et amis des Échos, Alain Minc et Denis Kessler, qui est le patron d'Ascor, il dit au fond, on est en termes de prélèvement à la fois du côté des ménages et des entreprises dans le jamais vu en France, et l'État, on attend toujours quelque chose. C'est peut-être ça aussi la trace du désenchantement. Écoutez, on est dans une situation gravissime. Donc vous reprenez le terme de Laurence Parizeau. Bien sûr, mais parce que 1700 milliards de déficit public. C'est ça qui est grave. Et l'État fait quoi? Mais le concernant. Mais l'État fait, regardez les décisions qu'on n'a jamais prises jusqu'à présent. Je suis, moi, effaré de la non-comparaison. C'est-à-dire que aujourd'hui, les ministres réduisent leur budget, on réduit le nombre de fonctionnaires, réellement, on réduit le train de vie de l'État, réellement, par rapport au budget précédent. Pas d'une manière significative. Mais écoutez, on a décidé de faire porter sur tous, pas simplement sur l'État. Alors derrière tout ça, derrière Madame Parizeau, il y a une bataille idéologique. La bataille idéologique, elle est très simple. Il ne faut pas toucher aux entreprises qui seraient les vaches sacrées de la société française. Eh bien moi je dis non. Entreprises, particuliers, État, tout le monde doit mettre la main à la poche, y compris ceux qui veulent mettre leur argent à l'étranger. Mais Jean-Christophe Cambadélis, quand elle parle des entreprises, c'est aussi pour le volet de l'emploi. Parce que les entreprises, ce sont quand même elles qui créent des emplois dans ce pays. Et alors, donc si vous les taxez un maximum, à un moment, les emplois... J'observe la chose suivante. Dans le gouvernement précédent, elle n'était pas taxée. Il n'y avait pas de chômage. Elle n'était pas taxée, puisque maintenant les socialistes seraient extraordinairement taxants. Posé 25 fois avec Gilles les questions à des responsables de l'ancienne majorité. Évidemment, donc ce n'est pas la taxe qui a conduit au chômage, c'est que nous sommes dans une situation de déficit public, nous sommes dans une situation de faible croissance, nous sommes dans une situation au niveau de la zone euro de crise, et on nous dit dès qu'on fait quelque chose, ça c'est vraiment l'immobilisme français. Dès que l'on touche à quelque chose, c'est pas possible. Alors est-ce que par exemple dans ce domaine-là, prenons l'initiative de Christian Eckart, on réintègre les œuvres d'art dans l'ISF? Écoutez, c'est une discussion. Moi, je me suis pas fait de religion sur le sujet. Pourquoi? Parce que j'entends ce qui est dit du point de vue du groupe socialiste, à savoir que... c'est une exonération de gauche qui date de Laurent Fabius. Voilà, absolument. Mais pour défendre un marché et pour maintenir en France des œuvres qui autrement partiraient à l'étranger. Absolument, absolument. Je connais votre intérêt pour ce genre de sujet. Mais, ça ne me concerne pas personnellement. C'est un intérêt. Moi non plus. J'entends... Je vous dis, je ne me suis pas fait de la religion parce que j'entends la volonté de faire en sorte que tout le monde participe et j'entends ce qui m'est dit aussi par ailleurs, à savoir qu'on va sinistrer le marché de l'art qui a quand même une bonne situation en France. Donc on va regarder ça de plus près. Je vais écouter... Le président, le Premier ministre, le ministre de la Culture disent qu'ils sont quand même plutôt contre. Et encore une fois, pardonnez-moi de revenir au flottement, mais si le groupe socialiste dépose un amendement et en plus le vote, ça veut dire qu'on est encore dans... cause toujours, tu m'intéresses, on fait ce qu'on veut. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des débats et des ajustements. Le Parlement, c'est fait pour ça. On disait jusqu'à présent que les majorités étaient godillots, et quand elles commencent à réfléchir comment optimiser un certain nombre de choses, on dit oh là 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 là. Un amendement déposé sur une question importante, mais comme celle que nous avons aujourd'hui, n'est pas pour moi l'expression d'une crise à l'intérieur de la majorité. Gilles Leclerc. Autre question fiscale, la redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires, c'est quelque chose que vous approuvez, ça va se faire? Je pense que ça va se faire, même si ça va créer quelques soucis.
Bon, et la question qui est posée... Quand vous dites souci, Bah, c'est parce que dans la majorité, ça va poser un certain nombre de problèmes. Là, on va encore discuter. Mais la question, elle est assez simple. Si on doit abonder le budget de l'audiovisuel public, à l'évidence, il faut trouver des moyens pour le faire. Donc, le seul moyen que l'on puisse trouver à cette étape, c'est cette nouvelle taxe de l'audiovisuel. Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes élu parisien. Cette affaire de blanchiment d'argent qui vise notamment une élue parisienne, Florence Lamblin, même si évidemment il y a présomption d'innocence. Vous en pensez quoi? Il faut qu'elle démissionne absolument de tous ses mandats. Moi, j'appelle au calme quand même. Hein. Je trouve qu'il y a un emballement là. Pas de la Noël. Voilà. Oui, enfin... Il dit qu'elle parte. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'appelle au calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je veux dire, soit on a quelque chose sur le dossier, et je ne comprends pas comment le maire de Paris a les éléments sur le dossier alors qu'il y a le secret de l'instruction. Soit on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et elle doit prendre évidemment des distances vis-à-vis de la vie publique directement, mais cette espèce d'halali lui demandant de démissionner dans la seconde pour complaire à ce que dit la droite et l'extrême droite, moi je suis très gêné. Je le dis ce matin, je suis très gêné de ce climat-là. La présomption d'innocence, ce n'est pas simplement valable pour les socialistes quand ils sont en situation de responsabilité. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec Bertrand Delanoë? Il me semble. Hein. Mais alors ça veut dire que sur le thème qui est réouvert par Vincent Peillon, qui est de réfléchir sérieusement à la dépénalisation de la drogue, pour éviter justement ce genre de trafic, est-ce que ça veut dire que la question, à partir de cette affaire, doit être posée massivement dans le pays? Écoutez, je ne pense pas que c'était le rôle du ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir ce débat. Car c'est un problème de santé publique sûrement, c'est un problème qui se pose dans l'ensemble de nos écoles, et je crois qu'à partir du moment où on n'est pas dans la permissivité, il me semblait que c'était l'orientation développée par le ministre de l'Éducation nationale, il me semblait qu'il était nécessaire de fixer un certain nombre de règles. Donc s'il y a débat, et il doit y avoir débat, ce n'est pas au ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir ce débat. Mais la droite va vous tomber dessus, elle a déjà commencé, la gauche, permissif, les verts, on en revient au flottement, regardez les verts, ils n'arrêtent pas d'ennuyer le gouvernement depuis le début, maintenant ils font dans... au minimum dans la fraude fiscale, parce que même son avocat l'a reconnu. Non, attendez, bon, ça c'est un autre sujet. On verra, on n'en sait strictement rien. On s'emballe, on lance des choses comme ça. Non, mais ça c'est l'avocat, Maître Boursican. C'est son avocat, il défend cette dame comme il l'entend. On l'a pas entendue, elle, jusqu'à présent. Bon. Remarque, on la comprend. Hein. Oui, c'est possible. Mais en tout état de cause, on passe là des écologistes sur leur orientation, sur ce qu'ils proposent pour la société française, à un problème particulier qui touche une personne. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a un débat avec les écologistes sur toute une série de sujets de société. Ça ne me semble pas anormal. Aujourd'hui, on n'est pas dans le parti unique. Gilles Leclerc. Toute dernière question, Jean-Christophe Cambadélis. On a balayé beaucoup de thèmes d'actualité ce matin. Il y a un sujet dont on ne parle pas ou peu, c'est le congrès qui a quand même lieu du Parti Socialiste, qu'il y a lieu à Toulouse dans quelques jours. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas un sujet que ça ne compte pas ou c'est peu important? C'est pas un sujet pour une raison toute simple, c'est que la réforme que nous avons mis en place dernièrement, qui visait à éviter ce que nous avions connu à Reims, nous a précipité là dans un no man's land où il ne se passe rien. Dans 3 jours, on connaîtra le premier secrétaire, l'orientation, la majorité, la composition des instances. Donc le congrès de Toulouse se trouve dans une situation paradoxale. Vous regrettez? Oui, je regrette. Je regrette qu'on ait pris cette décision de faire un congrès 6 mois après l'élection présidentielle, où évidemment on discutera, on ne s'opposera pas, c'est l'évidence, et puis on en aura un prochain 6 mois avant la prochaine présidentielle, où on ne s'opposera pas. Donc cela veut dire que maintenant, le Parti socialiste n'est plus le lieu de l'élaboration, de l'exposition et du pouvoir politique. Ça pose un problème. C'est la nomination d'Harlem Désir qui était une erreur. Non, vous étiez le concurrent, alors on peut dire oui, il est un peu amer. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, j'avais anticipé cela, et pour moi, la question de ce que devait être mis à l'ordre du jour du Congrès était une question très importante. C'est pas le problème d'Harlem. Harlem n'est que la conséquence de tout cela. Merci beaucoup d'être venu en direct ce matin, Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée à vous. Gilles aussi, bien évidemment, et on se retrouve demain. Tout à l'heure, après le rappel des titres, la chronique Challenge.